Bonjour à tous. Ça va commencer, donc je vous remercie d'être venus si nombreux. Je salue à la fois Nice, la fac de Valrose et aussi nos collègues de Sophia Antipolis qui sont présents via la conférence. Donc je voulais remercier particulièrement François qui nous propose cette conférence sur la Corse. François, donc, directeur de recherche au CNRS, donc membre du laboratoire de la Grange, à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc la Corse, c'est pas si loin, mais est-ce qu'on la voit vraiment depuis Nice? C'est la question sur laquelle s'est penché donc, François, et il va nous donner les résultats de ses études. On se retrouve tout à l'heure pour les questions, donc je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Alors, on va commencer. Donc, cette conférence est prévue jusqu'à midi, à 1h30, c'est un peu le séminaire habituel. Elle est en gestation de programmation depuis 5 ou 6 ans, puisque c'est quand Marco s'occupait des séminaires, j'avais dit que je vais te préférer une conférence sur la Corse. Mais bon, voilà, les emplois du temps et le temps de préparation ont fait que ceci a été reporté. En plus annulé une fois pour des raisons de santé, donc on va profiter quand même aujourd'hui que je suis en bon état pour parler un peu de cette question qui m'a passionné, je veux dire, auquel j'ai fait des photos depuis un certain nombre d'années. Et il y a plein d'incidences en fait sur des questions qui nous touchent, nous astronomes, puisque une grande partie de cette conférence, c'est pas simplement présenter la Corse, mais c'est discuter cette question de la visibilité. Qu'est-ce qu'une image? Qu'est-ce que je peux dire? Quels mots je dois employer quand je qualifie une image? Donc ça va être la deuxième partie, après avoir décrit ce qu'on voit de la Corse et pourquoi on la voit. Donc c'est une conférence grand public, il y a quelques diapositives un petit peu plus mathématiques, on explique un petit peu comment on calcule les rayons d'une image, mais tout ça est normalement très clair et très, très illustré. Donc on va vous parler de ce qu'on voit, on va critiquer un petit peu, et puis à la fin il y aura des choses un petit peu plus particulières sur les visibilités de la Corse, limite, où apparaît cette notion de mirage, que je vais aussi discuter en détail. Alors, si on prend nos plans, hein, on va parler de la visibilité. On va parler de la Corse, on va dire qu'est-ce que c'est pour voir quelque chose. On va voir le cadre géographique, pourquoi on est bien placé ici pour voir la Corse. Il y a assez peu d'endroits adéquats pour le faire. Les problèmes théoriques de la visibilité, les sommets, quels sont les sommets, leurs noms, les sommets que l'on voit. Et puis une discussion sur image, mirage, illusion et tous les mots qu'on peut associer à ces concepts un petit peu flous. Et puis des vues un peu spéciales de jour, des vues du continent de la Corse aussi. Hein, un petit peu ces choses. Ici c'est le soleil qui se lève derrière le Cap Corse. Et c'est une section très spéciale parce que ça c'est très local pour voir le soleil se lever derrière le Cap Corse. Donc la visibilité, j'ai rassemblé ici ce qu'on va appeler des textes que j'ai copiés-collés. Donc ça a l'allure de SMS ou de forum avec un français du poète approximatif et une orthographe aussi qui l'est également. Donc ce qu'on voit, hein, lu, entendu ou entendu quand je fais des photos, des gens qui viennent, hein, c'est la Corse, mais non c'est pas la Corse, hein, si c'est la Carapo, des discussions. Donc ici, alors, ce serait dû, le dû bien sûr, ce serait dû, paraît-il, à un phénomène de diffraction. Donc j'ai mis en exergue, à une couleur, les mots importants. De diffraction qui permet à l'image de contourner la courbure de la Terre, phénomène qui est encore accentué si l'air est plus chaud que la mer, donc en hiver. Bon, déjà, l'air est plus froid que la mer en hiver, c'est le contraire. Hein. La mer est à 13 degrés, 12 degrés, l'air peut être à 0 degré. Bon, ce monsieur a une petite idée, mais c'est pas trop. On peut voir la Corse sans être sur les hauteurs, vu que je la vois, mais aussi on ne la voit pas, la Corse elle-même, mais son mirage. Le phénomène est en réalité plus complexe, on ne voit pas le territoire lui-même, mais une projection de son image par le phénomène physique de réfraction de la lumière du soleil sur la surface de la Méditerranée. Je n'invente rien, hein. Ce n'est qu'un reflet, donc dire qu'on la voit est une erreur. J'ai aussi entendu dire, mais je ne le répéterai pas trop fort, qu'on ne pouvait pas la voir à plus de 5 ou 10 km, sinon la courbure de la Terre nous empêche de voir, donc comment expliquez-vous qu'on puisse la voir à 160 km, qui est à peu près la distance des côtes les plus proches. À mon avis, on ne peut pas voir la Corse du continent. C'était soit un mirage très fréquent,
soit le rosé du barbecue qui produisait son effet, soit le chichon, qui m'a permis de découvrir le sens de ce mot que je ne connaissais pas. Donc c'est un pétard. Voilà. D'après certains documents, lui, il a des informations spéciales là, que j'ai pu examiner, mais très difficiles. Il semblerait que la courbure terrestre ne cacherait pas entièrement la Corse pour un observateur niçois. Mirage ou pas, on ne voit pas les sommets parce que l'air, avec son indice de réfraction variable, courbe la trajectoire des photons et la dévie vers le haut. Dans quelques cas rares, quand la température décroît avec l'altitude, la courbe de cette trajectoire s'inverse et la Corse est visible. Bon, donc si on fait la synthèse de cet ensemble, on voit que c'est un phénomène intrigant, puisque des gens se prennent la peine d'écrire dans des forums, d'échanger sur ces choses un peu mystérieuses, ils en rajoutent du mystère. Il y a dans le vocabulaire et la terminologie employée des vieux souvenirs des cours de physique. On voit bien diffraction, réfraction, réflexion, mirage, tout ça se mélange, hein, c'est pas très distinct. La diffraction et la réfraction semblent faire ménage ensemble. La forme de la Terre courbe semble jouer un rôle important, et c'est exact, hein, bien évidemment. C'est moins clair pour la courbure des rayons lumineux, dans quel sens ils se courbent, dans quel sens ils s'inversent. La température de l'air et sa variation d'altitude sont souvent indiquées, et il y a des choses qui s'inversent aussi dans cette affaire. On ne sait pas très bien quoi, mais ça s'inverse de temps en temps. La température, les rayons, la courbure. On voit quelque chose, mais manifestement, il est difficile de le décrire avec précision. Qu'est-ce que c'est? Quel vocabulaire employé pour décrire, appelons une image, un phénomène lumineux, visible, isolé au milieu de la mer? C'est pas tout à fait pareil qu'une photographie d'un phénomène naturel, d'une construction, d'une personne, avec un cadre autour. Le Cap Corse, 195 km, hein, 194 au nord, 204 quand on va aux montagnes qui sont juste à l'ouest de Bastia. La chaîne principale, on va dire, à 200 km, et quelques sommets, il y en a à 220 km, on va voir le Monte Petrone, c'est le sommet le plus lointain qu'on puisse voir des altitudes modérées ici, hein, entre 200 et 500 mètres. Et puis les choses vers le Cap Corse à 198 km. Donc on va dire 200 km, c'est la distance à laquelle on voit les choses, mais on ne voit pas la côte plus proche à 170 km parce qu'elle est trop basse. Il faut monter au moins dans le Mercantour pour voir éventuellement le littoral. Mais on s'est éloigné. À quelle saison? Ben là, ce diagramme illustre les directions de lever du soleil. Pour nous, c'est le lever du soleil. Hein, parce qu'on va voir juste avant le lever du soleil, on verra tout à l'heure ce qu'on peut voir de jour. Donc en été, ben, le soleil se lève au nord-ouest, hein, donc loin de la direction de la Corse, c'est-à-dire que le fond de ciel un peu lumineux avant que le soleil soit levé n'est d'ailleurs pas visible parce qu'il y a des montagnes partout. Hein, il faut aller largement en été pour voir le soleil se lever au-dessus de la mer. De toute façon, dès qu'arrive le printemps, pratiquement, le soleil se lève au-dessus des terres, hein, et loin de la Corse. Voilà au printemps, donc quasiment plein est, j'ai dit nord-ouest tout à l'heure, nord-est bien sûr, et en plein hiver, vous voyez, le solstice, le soleil est derrière le Cap Corse. Donc cette partie qui va de novembre, mi-octobre à février, effectivement la direction de lever du soleil est très favorable, puisqu'on va avoir un fond de ciel lumineux, généralement très rouge, avant que le soleil soit levé, et la Corse est éventuellement dans un très sombre. Donc un contraste très favorable pour le voir, qui va progressivement disparaître au fur et à mesure que le lever du soleil va se déplacer vers le nord. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la visibilité est meilleure en hiver qu'elle l'est en été. En plus c'est très très tôt en été, donc on est rarement dans des situations de le voir. Mais en hiver, il faut se lever également. Alors on va faire un petit peu de théorie, voilà, donc de nouveau, comme diapositive de transition, j'expliquerai ce phénomène tout à l'heure. Hein, un très très beau lever de soleil derrière le Cap Corse, avec le Monte Stello au milieu, un faux scoop. Voilà. Alors il y a une question importante, c'est sur laquelle je vais insister, qui a priori est connue de tout le monde, mais vous allez voir qu'elle n'est pas connue exactement comme il le faut, c'est la notion d'horizon. Horizon, il y a deux mots qui vont avec, ligne d'horizon, plan horizontal, tout ça semble être quasiment des synonymes de choses relativement identiques. Donc l'horizon, il faut d'abord le définir. Cela nous amène à
calculer ensuite la distance à laquelle se trouve l'horizon, la ligne d'horizon, en fonction de l'altitude, et cet horizon n'est pas identique au plan horizontal, donc il a une direction par rapport au plan horizontal. Deuxième chose à étudier, courbure des rayons lumineux, donc comment calculer l'effet, on va voir en angle, et l'impact sur la distance de visibilité. Donc on voit en bas à gauche une image très claire qui indique ce qu'on appelle ordinairement l'horizon ou la ligne d'horizon. Donc essayons ici dans le détail. Voilà ce que j'appelle l'horizon optique. Donc pour moi, c'est l'élément important de l'horizon, de la ligne d'horizon que j'appellerais horizon optique pour le distinguer du plan horizontal. C'est une séparation excessivement nette, quand le temps le permet, entre deux zones. On voit la mer d'un côté et le ciel de l'autre côté. L'horizon en plaine est plus difficile parce qu'on a rarement des zones complètement plates, mais si vous allez en Aquitaine, si on va dans le nord et qu'on est monté sur une petite proéminence artificielle ou naturelle, on voit l'horizon, on peut voir le meilleur endroit quand même pour voir la transition au-dessus de l'horizon, en dessous de l'horizon, c'est-à-dire au-dessus de l'horizon optique, en dessous de l'horizon optique, c'est quand même la mer, en étant un petit peu surélevé, comme cette image-là qui montre une ligne sans bavure. Alors, plan horizontal, horizon. Le plan horizontal, c'est une notion qui est liée à la gravité. C'est le plan qui correspond à la surface au repos d'un liquide. C'est le plan où la direction est limitée par un niveau à bulle, par une surface de mercure, tout ce qui est un peu liquide, toutes ces choses-là. Ça détermine un plan, puis qu'on peut étendre comme ça. Hein. Donc c'est la perpendiculaire à la verticale. Qu'est-ce que c'est que la verticale? Ben, c'est défini par le fil à plomb ou par la gravité. Ce n'est pas une notion purement géométrique, en tout cas pas une notion optique. Hein. Chacun, à chaque lieu, peut définir son plan horizontal. Donc la gravité et la géométrie pour faire les calculs. Si je suis dans un sans gravité, dans la station spatiale, en mode de vol à pesanteur, il n'y a plus une vraie notion de verticale. Il faut la recréer, elle n'est pas présente parce qu'il n'y a pas de gravité. On ne ressent pas la gravité. L'horizon, ligne d'horizon, horizon optique, il n'y a pas une terminologie parfaitement définie. D'abord, c'est plus un plan, c'est une ligne, cette fois-ci, où le ciel et la mer se rencontrent. Hein. C'est une manière très simple de le formuler, elle est pratique pour ce qu'on veut faire. Donc il s'agit d'une ligne et non d'un plan ou d'une surface. Hein. Je ne m'intéresse qu'à la transition, par ce qui se passe entre les deux. Cette ligne est définie par des rayons lumineux. On peut le faire même sans gravité, en admettant que la mer puisse rester là sans la gravité, ce qui n'est pas trivial non plus. Donc c'est un concept optique. La direction allant de l'observateur à l'horizon n'est pas en général horizontale. Elle n'est pas dans le plan horizontal, elle est en général plutôt en dessous, quand on monte pour voir la mer. Et l'horizon se situe à une certaine distance de l'observateur. C'est important, ce n'est pas une ligne virtuelle. Elle est quelque part. On va la calculer. Et alors que le plan horizontal, on peut en principe l'étendre à l'infini, mais évidemment la gravité de la Terre, la courbe de la Terre amène à des discussions, mais dans le principe, je peux prendre un plan, une direction verticale, un plan horizontal et l'étendre à l'infini. Ça ne me dérange pas, c'est purement conceptuel. Voilà, ici, deux exemples très clairs, où on voit bien la ligne d'horizon avec le soleil qui émerge juste, et puis ici un horizon pris à 30 km d'altitude. 150 mètres d'altitude, et la ligne d'horizon est à 30 km. On voit aussi très très bien avec le Cap Ferrat. On va en voir d'autres. Donc la distance de l'horizon dépend de l'altitude de l'observateur. Donc en clair, ce qu'on voit de la Corse va dépendre de l'altitude de l'observateur. Elle n'est pas sur la ligne d'horizon, hein. C'est ce qu'on voit au-dessus de la ligne d'horizon. Voilà un exemple à 15 mètres, avec l'horizon à 15 km. À 180 mètres, il y a un horizon à 50 km. Le bateau qui est là, dont j'ai le nom, etc., est à 43 km. On a des logiciels maintenant, vous pouvez suivre tous les bateaux, savoir où ils sont à tout instant. Donc j'ai beaucoup de photos où je repère les bateaux et essayer de les avoir le plus possible sur la ligne d'horizon. Alors, l'effet de l'altitude. Vous avez ici un effet où deux images sont prises au même instant. Hein, il y a un bateau par rapport à la vitesse du bateau, à 2 mètres, donc sur la plage, sur l'eau, accroupi, quasiment, et puis juste en haut de la plage. Voilà le bateau, l'horizon est à 5 km,
vous voyez que la ligne d'horizon traverse la coque, on ne voit pas toute la coque du bateau, hein, il est légèrement caché. Et voilà le même bateau, au même instant, 10 secondes. Alors on voit très bien que la ligne d'horizon, le bateau il nous fournit un repère à distance constante, et la ligne d'horizon entre les deux, bien sûr, n'est pas la même, et il n'y a que 8 mètres d'écart. 8 mètres au voisinage du zéro. Hein. Si vous êtes à 300 mètres, de 300 à 308 mètres, vous ne voyez pas ça. C'est parce qu'on va quasiment de 0 à 10 mètres que ça fait. Donc, si je retrace l'horizon à 5,5 km, on voit cette ligne qui traverse juste la coque du bateau. Donc, historiquement, Aristote a utilisé ces phénomènes-là, du bateau dont vous commencez à voir le mât, ensuite le bas du mât, ensuite le haut de la coque, pour indiquer que la Terre avait probablement une courbure. Il ne sait pas. Alors après, il a dit elle est probablement sphérique, il ne pouvait pas démontrer ça. En revanche, on peut déduire facilement, c'est qu'elle a une courbure locale. Un peu comme on le fait en cosmologie pour l'univers, en mesurant les galaxies. On dit, ben voilà, avec ça, il y a probablement une courbure locale. Ça ne nous donne pas la forme générale. C'est une autre affaire. Donc on va voir ici des rayons lumineux tracés par la théorie. Donc je suis à 50 mètres. Voilà, l'observateur est là. Il a son plan horizontal que j'ai dessiné là. Donc il a pris un fil à plomb, plan horizontal, perpendiculaire à cette direction. Et puis le niveau de la mer, 50 mètres plus bas. Et tracer des rayons lumineux géométriques, c'est-à-dire en ligne droite. Appelons-les rayons lumineux, mais je pourrais dire je trace des lignes droites. Ça, c'est toutes celles qui sont au-dessus du plan horizontal. Ça, c'est toutes celles qui sont en dessous du plan horizontal. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Si c'était comme ça, ben, en haut, il voit le ciel. Dans le bas, il voit le ciel. Il n'y a aucune zone de lumière ici qui vient de la mer. Et puis, il y en a un particulier qui finit par tangenter la mer. C'est-à-dire que tous ceux qui sont plus bas touchent la mer. C'est ce qu'on voit devant mon bateau, jusqu'à la ligne d'horizon, qui est le tangent, et tous ceux qui sont au-dessus, ils sont au-dessus de l'horizon, et ils vont finir dans le ciel, ou quelque chose qui est plus loin. Mais pour le moment, dans mon image, c'est ça. Donc, la relation entre ce qu'on va voir et où se trouve la ligne d'horizon est essentielle. Ici, tout ce qui est derrière la ligne ici était là, mais invisible. Dans le cas d'une propagation en ligne droite. Il y avait des rayons qui partaient de là, un bateau qui est là-dessous, pas assez haut pour passer au-dessus, je ne le vois pas. Si le bateau est très haut et que son mât dépasse, je peux éventuellement voir le haut de son mât, bien qu'il soit derrière la ligne d'horizon. Et ici, bien sûr, on voit la mer. Voilà l'ensemble, on va appeler ça des rayons lumineux, qui se propagent en ligne droite et leur relation avec le plan horizontal. Ce qui va intéresser l'observateur, c'est pas tant l'histoire du rayon, c'est lui, il voit que ce qui arrive à son œil. C'est que les directions qu'il va percevoir, ce sont les directions de ces rayons au moment où ils arrivent à son œil. Donc là, c'est très clair, ce qui est au-dessus du plan horizontal est toujours au-dessus du plan horizontal, ce qui est en dessous du plan horizontal est toujours en dessous du plan horizontal. On va voir tout à l'heure, évidemment, quand ça va être court, que ce n'est pas tout à fait aussi simple. Alors, la distance. Un petit premier diagramme, il y a deux paramètres qui vont nous intéresser. Je suis quelque part à une altitude petit h au-dessus de la mer, donc sur une colline autour de Nice, et je me pose deux questions. À quelle distance se trouve l'horizon optique, petit d, et quelle est sa direction par rapport au plan horizontal? C'est sûrement pas juste à 82 degrés ou juste dans le plan horizontal. Donc je vais l'appeler cet angle epsilon. Comme je travaille en disant sur les collines, epsilon, il est positif quand ça va vers le bas. Voilà, ça c'est plus simple, on n'a pas de même négatif. Donc, sur les collines de Nice, entre 0 et 500 mètres, je regarde, j'ai la courbe de la Terre, j'ai des rayons lumineux qui se propagent en ligne droite, donc a priori un petit calcul de trigonométrie, donc même pas trigonométrie, de théorème de Pythagore, donc de la géométrie totalement élémentaire, va nous donner les réponses. Donc la réponse est que la distance, c'est la racine de 2 fois le rayon de la Terre que multiplie la hauteur, ou l'exprimer dans les mêmes unités, par exemple des kilomètres, ou il faut en mètres, pour avoir une unité en mètres, et l'angle, en radian, c'est la racine de 2 fois mon altitude sur le rayon de la Terre. Donc ce qui est important, c'est que tant la distance que l'angle que je vais appeler dépression sous l'horizon, sous le plan horizontal, parce que je vais compter politiquement, sont proportionnels à la racine de la hauteur. Ce qui veut dire que quand on est au voisinage de 0, c'est explosif. La distance croît très vite
et la dépression prend très vite. Hein, les racines de H, ça va assez vite. Donc le tableau ici donne, si je suis à 10 mètres, ben, je suis debout au bord de la mer, 2 mètres, l'horizon est à 5 km, et il est à 2,7 minutes d'arc sous plan horizontal. Donc sans référence, sans appareil, sans théodolite, tout ça, vous ne pouvez pas le voir. Je montre que c'est un petit peu en dessous. Il faut des appareils pour voir ça. Hein. Et si je suis à 100 mètres, par exemple, c'est pas difficile de monter à 100 mètres, l'horizon est à 36 km et 19 minutes sous le plan horizontal. Si je suis à, ben, disons, Montalban, on va en faire plein, c'est 220 mètres, l'horizon est environ à 50 km et 30 minutes sous plan horizontal. 30 minutes, c'est le diamètre angulaire du Soleil ou de la Lune. C'est-à-dire que l'instant à laquelle vous allez voir se lever le Soleil ou la Lune est anticipé d'autant. Le temps pour faire les 30 minutes. C'est aussi fort que la réfraction à l'horizon. C'est pas négligeable. Et bon, à 500 mètres, mon poste normal d'observation au plateau de la Justice, hein, 80 km et 43 minutes sous l'horizon. Donc c'est sans difficulté qu'on fait ce calcul. Ce n'est qu'un triangle rectangle à résoudre. Alors voilà une série d'images qui sont, en un sens aussi, assez spectaculaires. Hein. Donc il y a 2 minutes de temps. C'est-à-dire que le bateau n'a pas bougé par rapport à ce qu'on cherche à montrer. Voilà un bateau. Donc le premier, on a 2,50 m, l'horizon est 6 km, et puis je monte 7 mètres, 12 mètres. Vous voyez la ligne d'horizon que l'on voit de plus en plus lointaine. Ce n'est pas la même, elle est de plus en plus lointaine par rapport au bateau. J'ai fait cet ensemble de photos au phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat, parce qu'il y a pratiquement de cet endroit où on puisse... Alors, c'est pas complètement trivial, parce qu'il faut le faire 4 ou 5 fois, c'est-à-dire monter et descendre les escaliers en courant. Les escaliers, ils ont des marches qui font comme ça, mais qu'on en a plein les cuisses. Quand on fait ça, mais on est content, parce qu'après, il faut faire le petit montage, ajuster, aligner, ça donne, etc. Ce qui veut dire qu'avec cette image, vous avez potentiellement, il ne faut pas grand-chose, un moyen de calculer le rayon de la courbure de la Terre. On peut faire une manip sans trop de difficulté, où cet effet-là traduit complètement la courbure de la Terre, mais vous l'avez quantitativement. Avec des petites choses. Vous pourrez imaginer faire des choses comme ça. En quelques minutes, on peut mesurer le rayon de courbure de la Terre en regardant où est l'horizon par bateau. Alors, il y a des tangentes, il y a des machins comme ça, mais c'est faisable. Je vous en montre un effet spectaculaire, mais vraiment extraordinaire, qui est cette fois-ci l'effet de la dépression sous l'horizon. Donc vous voyez, 2 minutes d'arc, 30 minutes d'arc, et ça joue sur l'instant de lever du soleil. Les photos qui sont là, que j'ai fait avec mon épouse, c'est un lever de soleil vu de 2 points à Beaulieu-sur-Mer. Donc, un sur le parking, 10-12 mètres au-dessus de la mer, l'autre photographe, le plus bas possible sur les rochers, à peu près à 2 mètres au-dessus de la mer. Même lieu, même jour, chacun fait ses photos, et on a un UTC grâce aux montres qui sont synchronisées sur Brunswick, là, donc on peut avoir un temps extrêmement exact en UTC. Voilà, la photo du haut, c'est donc le lever de soleil du premier rayon jusqu'à au moment où il se détache réellement de l'horizon, vue à 12 mètres. La photo du bas, c'est la même, vue à 2 mètres. Hein, vous voyez, la première rayon est la même chose, on voit bien la ligne d'horizon optique, on voit bien le premier rayon du soleil. Si vous regardez le rayon du premier rayon du soleil, il y a un petit effet, il n'est pas attaché à la ligne d'horizon. Hein, quand il se voit, on voit quelque chose qui n'est pas attaché à la ligne d'horizon. Donc là, c'est un mirage. Ça, c'est un phénomène optique très particulier, que je ne vais pas décrire, qui fait que quand on voit le soleil, donc la partie basse qui est sous cette petite tache jaune, c'est en fait non pas le ciel que vous voyez, c'est le reflet du ciel qui est au-dessus. Donc c'est une double image. On voit un effet un petit peu en forme de lentille, et ce qu'on voit à droite, cette espèce de petit secteur circulaire qui est au-dessus de l'eau, c'est en fait une image du bas du soleil par un mirage. Voilà. Donc on voit. Alors maintenant, regardons les instants. Voilà, donc Beaulieu-sur-Mer en janvier 2013, il faisait 4 degrés, la température de l'eau est de 14 degrés, donc on peut calculer les courbures s'il le faut pour comprendre les mirages. Mais vous voyez que le premier instant d'apparition de la lumière est 6h59,05 à 12 mètres, 6h59,40 à 2 mètres, c'est-à-dire 35 secondes de différence. C'est-à-dire que celui qui est en haut, il peut avoir son téléphone portable, ou faire un grand signe, parce que là on se voyait, mais ça y est, le soleil est levé. Et celui qui est en bas, il doit encore attendre 30 secondes, 35 secondes. C'est pas une petite durée.
Et bien sûr, ces 35 secondes est constant dans toute la phase du lever du soleil. Donc, quand on arrive au détachement, hein, ce qu'on va appeler vraiment le lever du soleil par moment, il y a de nouveau 7h02,35, 7h03,09. Donc, c'est un effet mesurable, visible. La ligne d'horizon n'est pas la même et sa direction n'est pas la même. Et il suffit de pas grand-chose pour s'en apercevoir. Un petit peu de matériel et y penser surtout. Voilà, ici epsilon est 6 minutes,1 et en bas 2 minutes,5. Ça explique quasiment la différence d'heure, mais il y a encore un petit phénomène supplémentaire qui est la partie de la courbure des rayons lumineux dans la partie aérienne qui n'est pas la même quand on est à 10 mètres et quand on est à 25. Donc ça ne suffit pas pour faire le calcul complet. Quand on fait le calcul exact, on arrive à 2-3 secondes près à prévoir cet instant de lever de soleil. Alors, on va arriver à la Corse avec ça. Bien. Je fais beaucoup trop moins, à mon avis. Non? Hop. Voilà. Je suis un peu surpris. Hop. Voilà. Il semblait qu'il y avait des choses à voir. Je regarde. J'ai un petit doute sur mon... D'accord, non, c'est normal. Vous pourriez être ailleurs. Alors, restons avec la ligne d'horizon. On va comprendre maintenant les conditions minimum pour voir des montagnes de la Corse au-dessus de l'horizon optique. Elles ne sont pas à l'horizon optique, elles sont éventuellement beaucoup plus loin, mais elles émergent au-dessus de l'horizon optique. On est incapable d'apprécier la distance. Donc, pour qu'on voit la montagne, il faut qu'elle émerge au-dessus de l'horizon. Elle doit donc dépasser une certaine hauteur minimum, sinon elle est cachée sous mon rayon optique qui tangente la mer. Le rayon lumineux doit rester au-dessus de la mer. Là. Donc voilà un premier cas où je suis à une altitude H1, il y a un sommet qui est à l'altitude H2, à une certaine distance qui fait de l'ordre de 200 km. Vous voyez que le rayon lumineux en ligne droite, il passe sous la mer. Donc, à moins de phénomène extraordinaire de transparence de la mer, on ne peut pas l'avoir. Ici, c'est le cas limite, c'est-à-dire mon rayon passe juste sur l'horizon optique, continue derrière, monsieur, il n'est pas absorbé par la mer. Donc, s'il y a un chemin optique qui permet à la lumière de passer de la montagne H2 encore à l'œil de l'observateur H1 sans passer sous la mer, alors on voit le sommet. Donc là, c'est le cas critique, c'est-à-dire c'est la plus faible hauteur, H2, que l'on est susceptible de voir à 200 km si je suis à 500 mètres. Donc on va faire ce calcul-là. Idem, maintenant, il faut résoudre des triangles rectangles, puisque les rayons ne sont pas courbes. Tout ça est assez simple. Et c'est la condition minimum. Donc, calculer la hauteur minimum, ça revient à prendre 2 fois les distances à l'horizon que j'ai donné tout à l'heure, puisqu'il faut que le rayon qui part de la montagne arrive juste sur l'horizon et que cet horizon optique soit le même que celui de l'observateur qui est à H1 sur les collines niçoises. Donc quand ces rayons se rencontrent, comme c'est le cas là, on peut voir. Donc on calcule non pas une distance directe, hein, il faut chercher dans cette petite équation, étant donné ma hauteur H1, la distance quelque part, que je traduis H2 en résolvant cette équation. Alors on a le tableau ici. Si c'est à 200 km, que je suis à 10 mètres, il me faut des sommets d'au moins 2800 mètres. Le Cinto, c'est 2710 mètres. C'est-à-dire qu'en théorie, avec des lignes droites, à 10 mètres d'altitude, je ne peux pas voir le moindre sommet de la Corse. Si je suis à 100 mètres, 2100 mètres, donc ça va vite. Si je suis à Montalban, 220 mètres, 1600 mètres, donc ça nous donne beaucoup de sommets. Il y a beaucoup de sommets, environ 200 km, qui sont supérieurs à 1600 mètres. Ce qui fait que quand on voit la Corse, on ne voit pas simplement un petit sommet, on voit effectivement une crête, parce qu'il y a beaucoup de sommets visibles. Dans le cas de la propagation en ligne droite, on se rappelle, à 10 mètres, je ne peux pas voir la Corse, pas de rayon en ligne droite. Et j'en vois beaucoup si je suis à 200 km. Donc rayon rectiligne. La courbure. Je dis, là on a fait l'essentiel de la visibilité. Donc la lumière ne se propage pas en ligne droite dans l'atmosphère pour un certain nombre de raisons, on va dire essentiellement parce que l'indice de réfraction, qui est la vitesse avec laquelle se propage la lumière, n'est pas constant avec l'altitude. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'air en elle-même, s'il y avait de l'air homogène en température de pression, ça ne fait rien, ça sera en ligne droite. C'est parce que ce n'est pas homogène. C'est pas
pas simplement l'air. Donc parce que la pression et la température changent avec l'altitude, les rayons sont courbés de façon très générale, hein, pas de mirage, vers la surface de la Terre. Sauf dans des cas exceptionnels, on en montrera tout à l'heure. Donc regardons notre image de tout à l'heure, on peut imaginer des rayons qui partent de l'observateur, puisque c'est réciproque, et qui s'en iraient comme ça si c'était géométrique. Et maintenant, je mets effectivement la variation de pression et de température, hein, les deux interviennent, et avec des signes différents. Hein. La pression a un rôle, et puis la température ordinaire, hein, la décroissance de température joue dans l'autre sens. Donc c'est une compensation. Voilà le même dessin amplifié 5 fois, hein, c'est que l'échelle horizontale qui fait 70 km, l'échelle verticale qui fait quelques centaines de mètres, j'ai multiplié par 5 simplement la variation de l'indice de réfraction par centaines de mètres. Donc c'est pour qu'on voit quelque chose. Donc on refait partir des rayons, comme avant j'ai mis les rayons bleus vus de l'observateur, qui partent au-dessus du plan horizontal. Et vous voyez qu'il ne reste pas toujours au-dessus du plan horizontal. Il finit par être courbé. J'ai mis en marron le plan horizontal, ce n'est pas un schéma optique, cette fois-ci. Et j'ai mis normalement en marron, voilà. Donc ça va être le premier ici. C'est le rayon qui est tangent au plan horizontal. Et qu'il est pour moi vers le plan horizontal initialement. Mais il va finir par plonger à cause de la courbure. Et puis, on a un rayon qui finit par être tangent à la mer, qui va nous définir l'horizon optique, la direction de l'horizon optique, la distance de l'horizon optique, et puis des rayons qui sont en dessous, comme avant, verts, qui plongent vers la mer. Donc, qualitativement, c'est-à-dire, on essaie de faire la même chose, et bien évidemment, la structure géométrique est très différente. Ce qui est important, c'est que les effets angulaires ici sont exagérés, et que la différence entre le rectiligne et le courbé dans le cadre de la Corse est relativement négligeable. Si c'était 5 fois comme ici, bien évidemment, il faudrait affiner la description. Alors, on a grandi le point de départ, pour bien le montrer, ce que je veux dire par les rayons horizontaux, voilà. Voilà le rayon qui part avec le plan horizontal, qui ne suit pas la ligne du plan horizontal. Il part dans la direction horizontale, mais il finit par être là. Et puis le rayon, qu'on ne voit pas ici, qui va finir par rejoindre l'horizon optique, le bleu foncé. Voilà tous les phénomènes. Donc on a éclaté, pour des raisons d'optique, la notion d'horizon et la notion de plan horizontal, qui, ordinairement, se fusionnent, surtout si on est au niveau de la mer. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas décrire proprement avec les bons mots. Alors, quel est l'effet quantitatif? Pour faire simple, on peut dire que la géométrie, bien sûr, est beaucoup plus compliquée que le triangle. On peut, avec une très bonne approximation, on va voir dans un instant, dire que les rayons courbés, ce sont des arcs de cercle. Ça marche très bien. Donc, tous ces problèmes du rayon de courbure. Le rayon de courbure, il fait de l'ordre de 45 000 km. La Terre fait 6400 km. Les rayons sont courbés à peu près avec 45 000 km. Donc, si vous faites maintenant de la géométrie, non plus avec un triangle, mais avec un morceau de cercle et des droites, on arrive à faire des calculs. La seule chose très simple, c'est dire qu'il y a un petit facteur correctif que j'ai appelé bêta, qui vaut 0,85, qui fait intervenir justement le gradient, la variation de l'indice de réfraction avec l'altitude. Donc il décroît avec l'altitude. Il est 1,00035 au niveau de la mer, puis quand on monte, il va être 1. Il décroît, et ce facteur donc, est le facteur correctif. Donc D, si on met 1 sur bêta, donc ça va être un peu plus loin. Epsilon étant bêta, il va être un peu plus petit. Alors on va voir sur la diapositive suivante. Voilà ce qu'on voit en rectiligne. Donc H1, H2. Je ne vais pas changer H1, mais je vais changer le rayon lumineux, donc H2. Voilà. 3 courbures. Donc le point où ça touche la mer, c'est-à-dire la ligne d'horizon, est plus lointaine. Mais l'angle epsilon, qui n'est pas écrit epsilon, est plus petit.